Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss, en compagnie de Serge Bézère, comme d'habitude. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. C'est une spéciale aujourd'hui, hein. C'est une méga spéciale. On a rarement eu un invité de si grande envergure, internationalement connu dans le monde intergalactique de l'univers entier. Et ils en font trop. Hein. Ouais. Moi, je vous le dis, chers auditeurs, ils en font trop les deux là. Non, en tous les cas, Michel Boujna, bon, tout le monde a déjà reconnu votre voix et votre timbre particulier. T'as dit le nom de toute façon, c'est foutu, Ouais, t'as dit le nom. On est vraiment ravis de vous recevoir, et même impressionnés. Moi, je dois vous avouer que l'émission est enregistrée il y a quelques jours, au moment où vous allez l'entendre, et que j'ai passé une partie de la journée avec vous. Vous êtes venu faire la promotion du spectacle que vous allez jouer à Bruxelles le 22 septembre. À cette heure-ci de la journée, vous êtes fatigué, Michel Boujna? Je suis pas fatigué, je suis mort, ils m'ont tué. C'est des fous furieux. On a commencé à 6h30 du matin. C'est-à-dire que le jour où je vais dire ça à ma mère, elle va venir ici, elle va te frapper. Et vous l'avez eu au téléphone en plus il y a quelques minutes. Mais Michel Boujna, avant de revenir sur votre parcours, alors Mythe de Boss est composé en 3 parties. Chaque semaine, on reçoit un boss, un invité, on parle de son parcours, et puis on revient plus dans son actualité. On termine par des questions un peu plus rapides, et tout ça sera entrecoupé un peu de musique. Mais avant de revenir sur votre parcours, on va parler de ce pourquoi vous êtes venu nous voir à Bruxelles, pourquoi vous avez accepté gentiment de venir le 22 septembre. C'est pour les adieux des Magnifiques. On vous a posé la question dans la journée. Moi, j'ai entendu la réponse en tous les cas en partie. Mais vous arrêtez? C'est fini? Qu'est-ce qui se passe avec Non. Michel Boujna? les Magnifiques, c'est pas moi. Les Magnifiques, c'est Maxo, Julot et Guigui. Il est temps que je les quitte. C'est la troisième époque, on va dire. Ça m'a passionné de l'écrire parce que la confrontation entre ces 3 mecs formidables, ces 3 vieux formidables et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, la confrontation, elle est d'une force incroyable. C'est plus, au fond, ce spectacle, c'est plus un spectacle sur la jeunesse que sur les vieux. Et donc, comme je joue les Magnifiques tous les 20 ans, franchement, je sais que dans 20 ans, j'aurai 90 ans. Donc, c'est la dernière fois que je les joue. Ça ne veut pas dire que moi, je vais m'arrêter de jouer. Moi, je jouerai tant que j'aurai de la force, je serai sur scène. J'arrêterai jamais de jouer. Mais c'est vrai que après cette aventure, j'ai encore au moins 2 films à faire. J'ai 4 ou 5 rôles au théâtre à jouer que je veux jouer. Je veux me donner le temps de le faire. Et voilà. Et puis aussi, il y a un truc, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'aller à la pêche, j'ai envie de voir mes enfants plus souvent, j'ai pas arrêté de travailler. Ouais, mais votre métier, c'est votre vie, de toute façon, c'est votre passion, Michel. Oui, d'accord, mais je veux pouvoir, sur les 20 dernières années, prendre le temps aussi de faire des choses. J'ai pas voyagé. Ou chaque fois que j'ai voyagé, c'était pour voir un théâtre. Moi, je connais le théâtre. Ah, mais une fois que je suis rentré dans un théâtre, je suis nulle part et partout. Mais j'aimerais bien. Moi, j'ai des tas d'amis qui sont dans le monde entier. J'ai envie d'aller les voir. J'ai envie d'avoir le monde. J'ai envie de voir tout ça. Je peux pas. J'ai pas envie que tout s'arrête alors que j'ai pas vu. J'ai vu beaucoup de choses. Mais il y a des choses que j'ai envie de faire que j'ai pas faites. Donc, je veux les faire. Ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter de travailler. Loin de là. Mais je vais travailler autrement. Et puis surtout, il est temps. Je pense avoir, pendant 40 ans, fait mon travail sur mon petit peuple. Et tout ce que j'ai écrit, ça restera de toute façon. Enfin, je veux dire, on pourra le retrouver. Donc, il est temps aussi que je fasse d'autres choses. Donc, voilà. Et c'est vrai aussi que dès que j'en parle, ça me fait drôle parce que Maxo et Julou, Guigui, c'est moi. Hein. C'est 3 versions différentes de moi. Même Simone Boutboul, c'est moi. Même ces enfants d'aujourd'hui qui ont 19, 20 ans ou 22 ans et qui ont vécu, qui vivent avec le sida, qui vivent avec le Covid, qui vivent avec la pollution, qui vivent avec les attentats, qui vivent avec tout ça. Toute cette génération, on pourrait presque penser que c'est une génération de sacrifiés, tous nos enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils prennent sur la gueule? Et qu'est-ce qu'ils sont solides? Et qu'est-ce qu'ils sont beaux? Parce qu'ils sont là. Moi, je les adore. Et je me dis, bon, que voilà, j'ai envie de les raconter tels que je les vois moi, avec la tendresse que je peux avoir pour eux,
avec la moquerie que je peux avoir sur eux. Et voilà. Et donc, c'était l'occasion formidable de les confronter à ces trois vieux qui vendent des pantalons et qui vendent juste des pantalons, juste de quoi manger. Hein. Ça veut dire jamais ils vont vendre plus de pantalons qu'il ne faut. C'est pas du tout, ils sont pas du tout dans l'air du temps, les magnifiques. Ils ont rien à foutre d'avoir plus d'argent. Ce qui les intéresse, c'est justement de vivre. Yas, vous avez expliqué qu'il y a les jeunes qui arrivent, il y a une famille recomposée, c'est ça? C'est important ce degré de transmission qu'il y a entre les grands-parents et la jeunesse. C'est aussi ça que vous voulez mettre en avant dans le spectacle, Michel? Mais Olivier, on peut pas savoir où on va si on sait pas d'où on vient. On peut pas oublier, surtout nous. Surtout nous. Alors, évidemment, en même temps, il faut se méfier du retour hystérique du passé. Il faut pas être passéiste. Et il faut faire très attention aussi, à mon avis, à mon humble avis, parce que je suis pas. Parce que parfois, il y a des retours, par exemple sur la religion, qui sont des retours trop exagérés. La grande force du peuple juif, c'est son ouverture aussi. C'est son regard sur le monde. C'est ce qu'on a apporté à l'humanité depuis des milliers d'années. Donc, mais la mémoire, c'est important. Mais nos vieux, c'est important. Et donc, ce mélange-là du regard sur la jeunesse et en même temps de la pérennité des vieux, c'est très important. Finalement, ça s'adresse aussi aux jeunes. Venir voir Le spectacle? Michel Boujna, bien sûr, c'est eux qui doivent venir pour... Oui, mais en tout cas, ils vont voir le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles. À Paris, il y a 150 one-man shows par jour à Paris. La grande mode aujourd'hui, c'est le stand-up. Le mec, il arrive, il a un jean, un t-shirt. Et comme disait Pierre Palmade, il a 23 ans et il écrit ses mémoires. Ça va aller très vite. Et les mecs, ils parlent moi, ils me fascinent. Et en même temps, il y en a qui ont plein de talent. Enfin, moi, j'admire le mec qui est capable de faire un quart d'heure sur le fait qu'il a perdu son téléphone. C'est fascinant. Et c'est très important. Enfin, moi, je sais que je ne pourrais pas faire ça. Donc, même si nous, les vieux, on est les inventeurs du stand-up. Hein, parce que faut pas me la faire. Quand je les vois improviser avec le public, ils me font marrer. Hein. Vous l'avez fait avant. Comment tu t'appelles? Ah, Roger, ouais, bah, ça va revenir à la mode. Ah, ton pantalon. Bon. Non, mais le problème, c'est qu'il y en a, ils font ça pendant une demi-heure. Il n'y a plus de spectacle. Il n'y a que ça. Donc, c'est que du commentaire, quoi. Donc, mais il y en a qui sont magnifiques. Il y en a qui sont magnifiques. Il y a des humoristes aujourd'hui incroyables. Et c'est très important qu'il y en ait beaucoup. Donc, mais c'est très différent. Moi, j'aime jouer des personnages. J'aime beaucoup Camille Lelouch, par exemple, parce qu'elle joue des personnages. J'aime beaucoup Alex Vizorek. J'aime beaucoup Alex Lutz. J'aime beaucoup des gens comme ça. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Michel, pour mais il y en revenir a, sans déconner, tu les vois pas. Ils sont sur scène. Tu fermes les yeux. Tu n'as pas besoin de les ouvrir. Hein. Tu sais, tu peux les écouter, c'est tout. Parce que de toute façon, ils ne bougent pas. Pour revenir au spectacle des Magnifiques, en tous les cas, ce qui a caractérisé ceux que nous avons déjà vus, il y en a déjà eu 2, si je ne me trompe Oui, pas. 2. Alors, dans les 2, ce que moi j'ai retenu, c'est le rire aux larmes, parce qu'il y a des moments très émouvants dans tous vos spectacles, où vous arrivez au début, à la limite, on ne comprend pas qu'on va rentrer dans l'émotion, et puis il y a une musique et une manière, un ton que vous abordez qui change. C'est important aussi, parce que vous voulez, dans vos spectacles, faire passer un message. Je veux pas. Je suis comme ça. Quand j'écris des trucs, ça me fait rire. Tout d'un coup, je deviens triste. Mais je m'en rends pas compte. Et des fois, je suis triste, et puis ça devient drôle. Je me rends pas compte non plus. C'est pas moi qui écris, c'est ma main. Hein. C'est pas moi qui écris, c'est ma bouche. J'écris pas avec mon cerveau. Mon cerveau, il marche comme un. Mon cerveau, c'est comme comment dire, un truc qui m'aide à dire. C'est un outil, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas comment je fais. Quand je parle de Simone Boutboul, d'où ça me vient? Par exemple, d'où ça m'est venu qu'elle décide que son médecin, qui s'appelle M. Goldenberg, d'ailleurs elle dit un truc qui me fait mourir de rire, elle dit,
Il y a des gens, ils m'ont dit qu'il était juif. Depuis quand il y a des juifs qui s'appellent Goldenberg? Belaïch, Boutboul, Bokobza, ça c'est juif. Mais Goldenberg, ils sont malades. En tout cas, qu'est-ce qu'il est gentil. Je l'adore, mon docteur Goldenberg. Il est tellement gentil, je te jure, il mériterait d'être juif, celui-là. Et, et, euh, et en plus, il a une seule patiente, c'est moi. D'ailleurs, il m'a dit, ça s'arrête le jour où il y en a un des deux qui meurt. Parce qu'il est très vieux. Mais je l'adore. Et elle est. Quand j'écris ça, je ne sais même pas d'où ça vient. C'est pas réfléchi chez moi. Après, je réfléchis pour le mettre en ordre, ou je réfléchis pour le prendre en note, pour pas l'oublier. Mais Finalement, c'est des événements vécus, des situations. je sais pas. Par exemple, elle a une petite fille, une arrière-petite fille ou une petite fille qui s'appelle Wendy. Cette petite fille, elle a trompé son mari. D'accord? Ma première réaction, quand je joue ça, j'écris ça, j'écris. Je dis, tiens, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Ah, elle a trompé son mari. Ça me vient comme ça, d'accord? C'est pas réfléchi. Ma première réaction, c'est de dire que Simone Boutboul, elle va lui dire, mais tu es folle ou quoi? Tu es folle, tu vas détruire ta famille? Eh bien non. Qu'est-ce qu'elle fait, Simone Boutboul? Elle dit, merci mon Dieu, quel kiff que tu l'aies trompé. Et quand je fais ça, moi, je fais un kiff. Je lui dis, mais parce qu'il est con, mais il est con, ton mari, mais il est con, c'est un abruti. Mais qu'est-ce qu'on a, nous, les femmes? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on aime les cons? Pourquoi on aime les cons? On rigole avec les gentils, on épouse les cons. Mais pourquoi? La majorité des femmes, elles font ça. Et après, on regrette. Et après, on est piégé. Elle dit, mais pourquoi? Parce qu'on croit qu'on va les soigner, qu'on va les rendre meilleurs, qu'on va les rendre intelligents. Non, quand on est con, on est con. C'est comme ça, on n'a aucune chance. C'est merveilleux que tu l'aies trompé, parce que tu vas le quitter. Et elle lui dit à ce moment-là, t'as été fidèle, ma fille. Finalement, il faut bien connaître les femmes hein, pour avoir cette Je analyse sais pas. très fine comme vous l'avez. Mais Ou elle c'est lui ou c'est dit, le côté féminin qui est en vous. Je me rappelle d'ailleurs que vous l'aviez fait dans un de vos spectacles, hein, d'ailleurs celui-là. hein. oui, elle lui dit une chose que j'adore, elle lui dit, tu as été fidèle. Elle lui dit, mais j'ai pas été fidèle, je l'ai trompé. Elle dit non, oui, elle lui dit, tu te trompes, tu as été fidèle à la femme que tu aurais pu devenir si tu l'avais pas rencontrée. Tu vas enfin pouvoir devenir qui tu es. C'est merveilleux de dire ça à sa petite fille. C'est merveilleux d'avoir une grand-mère qui est capable de dire ça. Et donc, je pense, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment j'écris. Et elle est drôle, elle est drôle. C'est pas que je me moque pas d'elle. C'est elle qui a de l'humour. Elle est brillante, elle. Elle a de l'humour. Ces personnages vous accompagnent tous les jours. En tout cas, dès que j'y pense, et comme j'y pense beaucoup. Il y a des jours où vous vous levez et dites, tiens, aujourd'hui, je suis ça, ou je réagis comme, ou je suis en Non, train je de parler travaille. comme. Non, je me mets au travail. Il faut travailler. Quand je décide d'écrire, j'écris. Je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours quand je décide d'écrire. Et j'y consacre du temps. Ça veut dire je consacre 5, 6, 7 heures par jour. Et pour écrire, j'ai des techniques. Il y a des automatismes à la Oui, fin. chez moi, oui. Par exemple, je vais marcher. Alors, quand je vais marcher, je me laisse aller à tout et à n'importe quoi. Et tout seul, hein, des fois, ou tout seul, ou avec quelqu'un qui m'écoute. Après, je rentre à la maison, et là, j'écris ce que j'ai inventé quand j'ai marché. Et je fais des marches qui font 12-13 km. Hein. Ensuite, une fois que j'ai pris des notes, comme ça, j'arrête. Je mange ou prends une douche, je dors une demi-heure, et puis après, je reprends, et là, je joue. Je travaille, vraiment. À partir des notes que j'ai prises. Et puis quand j'ai fini de jouer, que je suis fatigué, je me mets à mon bureau et là j'écris. J'écris ma journée. J'écris tout ce que j'ai trouvé. Pour pas oublier. Donc, non, ça vient que si on travaille. C'est un vrai sacerdoce finalement. Oui, ça vient. Les idées comme ça qui viennent, c'est très rare. Et
la première lecture ou votre premier spectateur ou spectatrice, c'est qui? Bah, c'est une jeune femme qui s'appelle Corinne Atlas, et c'est mon frère Paul Boujna. Corinne Atlas qui est juive d'origine polonaise, donc une vraie ashkénaze, de mère polonais, de père polonais, profondément ashkénaze, et justement, et d'une immense culture, parce qu'elle est normalienne, et qui m'apprend plein de choses, parce qu'on a des discussions qui durent des heures sur Simone Boutboul, on a parlé pendant des heures, et elle m'écoute, et en même temps, elle me donne parfois des références. C'est pour ça que la culture ashkénaze m'a énormément aidé dans mon travail, depuis très longtemps. Même si souvent je me moque des ashkénazes, mais bon. Ça, c'est normal. Mais c'est parce que On l'a tous fait, cette blague hein, que les séfarades sont les meilleurs amis des juifs, elle est connue. Hein. Et dans l'autre sens. On est deux aujourd'hui. Et d'ailleurs, parfois, quand je vois un mec qui rit pas, quand je fais un truc où je sais qu'il y a beaucoup de juifs, parce que bon, je fais pas ça tout le temps, mais de temps en temps, ça m'arrive de jouer pour la communauté. Et enfin là, ça fait longtemps, parce que j'ai joué l'avare, je joue l'avare et tout, ça n'a plus rien à voir, mais souvent, quand je vois un mec qui rit pas, je dis ça doit être un ashkénaze. Il doit rire dedans. Parce qu'un ashkénaze qui rit, c'est. Un ashkénaze qui sourit, c'est un séfarade qui a un fou rire. C'est comme ça, ils peuvent pas aller plus loin, ils peuvent pas faire plus. Il faut les excuser. Mais non seulement je les excuse, mais je les aime profondément, parce que sans leur culture, je ne serais pas là. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même cette partie où vous étiez un précurseur, c'est vous qui aimez jouer avec votre public dans la salle quand il arrive en retard et c'est un plaisir aussi cette improvisation ou pas vraiment improvisation. J'adore, mais c'est pas, ce n'est fait que pour rendre le public captif. C'est-à-dire s'il y a que ça, si ça devient un numéro en soi, c'est pas intéressant. Et c'est facile. Je vous le dis franchement, c'est facile. Prendre un mec dans la salle et se foutre de sa gueule parce qu'il a une cravate bicolore ou je sais pas quoi, c'est facile. Mais si ça devient un outil pour que le mec rentre dans le spectacle et le public rentre dans le spectacle, c'est un mec qui arrive en retard, il gêne tout le monde. Tout le monde le voit. À ce moment-là, on sort du rêve. On redevient, moi, un artiste sur scène et le public, un public dans une salle de spectacle qui regarde un spectacle. On n'est plus dans cette espèce de fusion que je cherche tout le temps. Donc, à partir du moment où le mec, je le fais rentrer dans le spectacle, où je nomme le bordel qu'il y a, tout d'un coup, ça fait partie du spectacle et ça devient le spectacle et donc la fusion peut continuer. Et ça devient le retardataire. Et donc, régulièrement, je vais le déchirer. En lui disant, bon non, tout le monde applaudit, non, toi, tu n'as pas le droit. Tu n'avais qu'à être à l'heure. Je te dirai quand tu peux applaudir. Et même, il m'est arrivé une fois, il n'y avait plus personne, enfin, il n'y avait aucune raison d'applaudir. J'ai arrêté de jouer, j'ai fait mon applaudi. Mais tout seul. Il faut des bons clients. Tu vois ce que c'est que d'être en retard. Tu vois comment tu vas souffrir toute ta vie. Bon. Et donc je le culpabilise comme j'en dirais ma mère qui parle. Mais ça, c'est pour après que l'émotion, elle passe. C'est aussi parce qu'il y a un texte. Il y a un spectacle qui raconte une histoire. Il y a un contenu. Je dis des choses. Sur la mémoire, sur la famille, sur ce que tu veux. Le problème, c'est que c'est devenu, dans beaucoup de cas, les mecs, ils font que ça, quoi. Ils font une demi-heure sur le public. Ça n'a aucun intérêt. Alors, chez vous, il y a quand même une trame de fond ou un thème général qui est le rire. On essaie quand même toujours de rire, de faire rire. Indispensable. Indispensable. Comment est-ce que le rire a évolué dans ces différentes années? Parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes sur scène aussi. Il y a quelques années, on pouvait rire de plus de choses qu'aujourd'hui ou on pouvait rire de la même manière mais différemment? Je crois que, d'abord, je pense que les réseaux sociaux et la globalisation du monde et le walking potentiel qu'il y a déjà depuis longtemps a mis les situations, a mis les humoristes dans une situation compliquée. Mais quand c'est intelligent, ça passe toujours. Et tu peux rire de tout quand c'est intelligent. Quand c'est exigeant, quand tu as réfléchi, quand tu fais pas n'importe quoi, quand tu te sers pas. C'est facile de parler des homosexuels et de faire marrer les gens sur l'homosexualité ou sur les grandes folles. C'est facile. Pourquoi? Parce que ça parle d'une peur. Parce que tu touches à un tabou. Parce que tu touches quelque chose de très sensible, de très compliqué. Et tout ce qui est sensible est compliqué.
Tu peux faire rire avec, tu peux faire rire avec la mort, tu peux faire rire avec tout. Mais la question, c'est quoi ton but? Est-ce que si ton but, c'est de faire le plus beau spectacle du monde, et tu travailles dur pour ça, la conséquence, parfois c'est un succès, parfois c'est un échec, mais le chemin, il est beau. Si ton but, c'est d'être connu, de faire des vannes, de gagner beaucoup d'argent, de faire des grandes salles, d'avoir 18 millions de followers sur Insta en disant 3 conneries tous les jours. Bon, si c'est ça ton but, bon, pour moi, on ne fait pas le même métier. J'aime les artistes. J'aime quand on essaye de faire le truc le plus beau qu'on puisse faire. C'est ça qui est beau. Pour moi, hein. Après, ils ont faim. Il y en a plein qui ont faim. Il y en a plein qui viennent de milieux vachement modestes. Ils ont découvert la combine du stand-up. Un jean, un t-shirt, un micro, et va que je te pousse. Et YouTube, et Instagram, et TikTok, et Tuk-Tuk, et mes couilles. Ouais. Parce que justement, j'en peux plus. Et justement, leur truc à eux, c'est pas d'aller dans ces tabous, dans ces interdits ou dans ces zones que les comiques classiques s'interdisent. Ceux qui ont du talent, ils peuvent aller où ils veulent. Mais dès qu'il a du talent, le mec, il va travailler. Parce qu'il va sentir qu'il a ce potentiel. Après, tu as des vanneurs. Voilà. Et ils ont rien à foutre de rien. Du moment que ça marche, ils sont contents. Mais c'est dans tous les métiers pareil. Dans tous les métiers pareil. Tu peux fabriquer des pantalons et ton seul truc, c'est de les vendre. Même si tes pantalons, c'est de la merde. Et puis, il y a des mecs qui vont te faire un pantalon parce qu'ils aiment fabriquer. Parce que le pantalon, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça sauve le cul du monde. Hein. Tu sais que tu peux attraper la grippe du cul. Tu peux mourir de la grippe du cul. C'est le prochain virus. Ouais. Faire attention. Après le sein, c'est la grippe. Je ne dis pas le masque, là. Hein. Mais faire un beau pantalon, c'est un kiff. Moi je trouve qu'il y a des mecs qui font des vêtements, ils ont du talent pour le faire, ils ont de l'imagination pour le faire, et c'est vachement beau. Donc, t'es pas obligé de faire que de la merde, quoi. Michel Bougenat, on va marquer une première pause musicale. Vous avez demandé de nous donner 2 choix, 2 morceaux. Le premier, c'était Jacques Brel, La Quête, et puis le deuxième, c'était Arnaud, Les yeux de ma mère. Par lequel on commence et pourquoi? Brel, parce que c'est Brel, parce que bon, il y a tellement de choses à dire sur Brel. Mais il y a une phrase de Brel qui est très importante dans ma vie, c'est, il a dit, parce que quand tu es un jeune artiste, tu te poses toujours la question, est-ce que j'ai du talent? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce que je dis est intéressant? Il a dit, le talent, c'est l'envie. Alors tu te poses non plus la question de est-ce que j'ai du talent, tu te poses la question de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et si tu es honnête avec toi-même, tu trouves la réponse. Et si tu es prêt à sacrifier beaucoup de choses parce que tu as envie, alors ça va te donner du talent, parce que tu vas beaucoup travailler. Et ça, c'est d'une lucidité et d'une intelligence magnifique de la part de Brel. Et Arnaud, parce que c'est une voix incroyable. Il te prend dans ton ventre, il te remue. Et Les yeux de ma mère, c'est une chanson sublime. Et puis, comme on dit chez nous, il s'est absenté il n'y a pas longtemps. Donc, alors bon, il y a des mecs qui vont dire, putain, il a pris 2 chanteurs morts encore, il nous a fatigués. Celui-là, il ne pouvait pas prendre des Belge. vivants. Ouais. Et Belge, mais il est en Belgique. Facile, Oui. le démago, là, le démago. Mais j'ai même pas pensé qu'ils étaient belges, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Brel, il est pas belge. Bon, Brel, comme Johnny. Brel, il est Brel. On va se retrouver d'ici quelques instants. Pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour des raisons de droit, vous nous retrouvez même avec le son dans 2 minutes. En attendant, il y en aura pas.
Voilà, c'est Mythe de Boss en compagnie de Michel Boujna. Merci d'avoir choisi ce magnifique morceau de Jacques Brel qui nous en dit beaucoup. Michel Boujna, est-ce que après 40 ans de carrière, quand on monte sur scène, on a toujours le trac ou finalement on l'a plus, ou on rentre toujours avec la peur au ventre quand on va franchir et qu'on voit le public qui est là? Je meurs de trouille, toujours. Vous connaissez pas la phrase du jeune comédien qui va voir Jouvet et qui lui dit: «Vous savez, moi, j'ai jamais le trac». Et Jouvet dit: Vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent». Et bien sûr que j'ai peur, mais c'est jouissif. J'ai peur, j'adore cet état-là, C'est un j'adore. moteur. Oui, Sans ça, on pourrait pas monter sur scène c'est pas presque. pareil. Chaque fois que je suis monté sur scène en disant: je suis un monstre, j'ai tout fait, les échecs, les succès, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? De toute façon, j'ai pas besoin d'avoir le trac, j'y vais, je rentre, je suis un dieu. J'ai pris une claque. J'ai pris une claque monstrueuse. Ça peut arriver souvent quand même. C'est arrivé. Oui. Bien sûr, tu crois que je suis pas parfait. Moi aussi, je me la pète des fois. Et voilà. Et quand je me la pète, je prends la raclée très vite. Mais en plus, c'est pas que ça. C'est que j'aime cet état-là. J'aime me mettre en condition. J'arrive au théâtre très tôt. Je parle avec les techniciens, je déconne avec tout le monde, machin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis là. Je rôde, je traîne, je joue aux fléchettes, j'ai plein de rituels comme ça qui m'amènent à la représentation. Et ce moment qui est sacré pour moi, parce que si c'est pas sacré, c'est pas la peine de le faire. Tu comprends quel intérêt? C'est un privilège incroyable, tu te rends compte? Dans les Adieux des Magnifiques, je rentre, je suis seul sur scène, il y a des gens qui vont payer pour me voir seul sur scène, leur raconter des histoires. C'est un privilège incroyable, c'est un métier de dingue. Je suis pas genre, tu as une jambe cassée, je la soigne. Je suis pas genre, tu as un problème de tuyauterie, je répare ou ta voiture, ou ta plomberie, ou je peins ton appartement. Ça, c'est concret. Tu as besoin de ça. Je construis pas de maison. Ça, c'est concret. Moi, j'ai de l'admiration pour. Tu vois, le mec te rend compte. C'est un métier magnifique, hein, architecte. Le mec qui construit des maisons. Quand on connaît l'importance d'une maison dans la vie d'un individu, que tu as besoin de te sentir bien, putain, c'est important. Le mec, il fait quelque chose de concret, il te donne quelque chose de fort. Moi, c'est pas quantifiable. Les émotions, ça peut être encore plus, non, encore plus fort. Peut-être, mais c'est pas quantifiable. C'est pas concret. Tu vois, t'as un pneu crevé, je change ton pneu, j'ai changé ton pneu. Tu peux rentrer chez toi, grâce à moi. Je suis pas de la merde. Tu peux rentrer chez toi, retrouver tes enfants, retrouver les gens que t'aimes grâce à moi. De l'autre côté, Sinon, tu es coincé dans la merde sous la pluie, parce que tu es en Belgique, évidemment, et qu'en Belgique, il pleut plusieurs fois par jour, ou il fait beau plusieurs fois par jour, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui pleut dans ce pays? Et tu restes sous la pluie comme un idiot avec ton pneu crevé, si moi, j'existe pas. Ça, c'est concret. Mais c'est vrai aussi que j'ai reçu dans ma vie des lettres incroyables. Incroyables. Une des plus belles que j'ai reçues, c'était il n'y a pas très longtemps. C'est une femme qui me raconte que sa meilleure amie, elle ne s'est pas suicidée parce qu'elle avait vu un de mes spectacles. Et je me dis, ah ouais, c'est mieux que le pneu crevé. Ouais, c'est presque un psy, en fait. Mais on ne le sait pas. Tu vois, on ne le sait pas. On vit dans un monde imaginaire, en fait. Oui, au moment du salut, ou même, non, encore que pendant le spectacle, il y a une émotion qui passe entre le public et moi. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Quand je sens ça, alors ça, c'est très, 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 très jouissif. Ou alors, tu vois un mec au deuxième rang, il est avec sa femme, tu sens que c'est maman comme il n'avait pas envie de venir. Tu sens que c'est sa femme qui l'a dit, on va voir le spectacle de Boujna, c'est tout, tu fermes ta gueule. Ma chérie, je suis fatigué, je travaille toute la journée, laisse-moi faire un kiff, je rentre à la maison, je prends un bain, je suis avec les enfants, je mange, je vois un film à la télé. Qu'est-ce que tu m'emmerdes d'aller au théâtre, il faut se garer, il faut machin, et putain, j'ai pas envie. C'est ou ça ou je te quitte. Bon, allez, on va au théâtre. Ah, d'accord. Ah, tu es contente? Bon, allez. Qu'est-ce qu'il va faire ce con sur scène qui me fait chier? Alors que là, je serais bien dans mon canapé à faire un kiff. Si celui-là, parce qu'il y en a toujours, hein, je peux te dire, il y a toujours des types comme ça qui n'avaient pas du tout envie de venir.
Mais même si on leur dit c'est Boujna, machin, ils disent ouais, bon, il est sympathique, mais bon, je t'en prie, je suis fatigué. Celui-là, si j'arrive à l'attraper, et que tout d'un coup je vois qu'il commence à faire un kiff, et qu'il sourit, et que et que tout d'un coup je vois dans ses yeux que ça s'éclaire, et qu'il a oublié sa douche, il a oublié son canapé, il a oublié toutes ces conneries, et il rentre dans le rêve avec nous, et il fait un kiff, et à la fin il dit merci ma chérie, mais heureusement que tu m'as traîné là, heureusement que tu m'as traîné de force. Moi, si je fais ça, si je sens ça, parce que parfois je le vois, quel kiff, quel kiff. La relation au public, elle est très différente dans un spectacle qui est un one-man show ou bien dans une pièce de théâtre Ah oui. où on a peut-être pas justement, le même retour immédiat, où on joue pas avec le retour. Ben, c'est très différent. D'abord, dans le théâtre, tu as des partenaires. Dans le one-man show, ton partenaire, c'est le public. C'est toujours l'autre. Quand je joue Maxo qui parle à Guigui, Guigui, c'est le public. Quand Guigui répond à Maxo, le public, ça devient Maxo. D'accord? Donc, c'est mon partenaire. Quand je joue sur scène avec d'autres acteurs une pièce de théâtre, je touche le public par ricochet. Je ne me préoccupe pas du public. Et vous savez quoi? J'entends rien du public. Alors que quand je suis sur scène, je vois tout, j'entends tout. Quand Alors je que joue c'est la avec les même autres, salle, les mêmes éclairages, la même truc, la même chose. pas tout à fait la même éclairage, mais c'est pas du tout. Non, c'est pas le même cadre. Mais moi, j'ai des copains comédiens, quand on jouait l'avare, là, qui me disaient mais tu n'as pas entendu le type qui a éteint son téléphone? J'ai dit ah bon? J'ai rien entendu. Je suis dans le truc. Et c'est à la fin que je me rends compte que. Mais je sais qu'ils sont là, évidemment, puisque même dans l'avare, je fais rire. D'abord, si je fais pas rire, c'est pas la peine. Moi, même, tu peux me demander de jouer la tragédie la plus absolue, je trouverai un moment, un geste, à un moment donné pour faire rire. Parce que dans la plus grande des tragédies, il y a de l'humour. C'est comme ça. Il faut jamais, jamais. Et moi, je vais chercher, hein, comme un chercheur d'or. Je vais chercher, je vais être au bord de la rivière, je vais attendre le truc qui va faire rire et que le metteur en scène, il peut rien me dire. Pas, il me dit, mais tu es malade ou quoi? Tu fais rire, quoi, là? Oui, parce que ça renforce le tragique. C'est ça, c'est passionnant. De chercher dans une pièce qu'on n'a pas écrite, qu'est-ce qui est drôle? Parce que quand on écrit, c'est différent. Quand on écrit, après, l'acteur que je suis doit être au service de ce que j'ai inventé. Et il ne faut pas croire que c'est plus facile, hein. C'est très différent, c'est tout. Mais le public, c'est énorme ce que ça représente. Parce que tu sais, quand tu rentres sur scène, dans une pièce de théâtre, avec d'autres acteurs, tu les sens. Tu sens qu'ils te regardent. Tu sens qu'ils t'écoutent. Tu sens la qualité de l'écoute. Alors évidemment, quand tu as fait beaucoup de seul en scène comme moi, tu as beaucoup d'expérience. Il faut être malin, hein. On est des gros malins, hein. Faut pas. Alors on est des gros malins plus ou moins discrets. Il y en a qui vont aller chercher le public avec des grosses ficelles, on les connaît par cœur. Et puis tu dois les amener dans le rêve de la pièce autrement que dans le one-man show. Alors que dans le one-man show, c'est mes partenaires. Je joue avec vous. Je peux m'arrêter et dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? En termes d'énergie, pour clôturer là-dessus, la troisième catégorie de spectacle, alors, c'est le film. On vous a vu au cinéma plusieurs fois. Là, il n'y a pas de public direct. Ouais, c'est horrible. Alors, c'est comment? Ouais. C'est horrible. Ce n'est valable pour moi le cinéma que quand je suis metteur en scène, fondamentalement. Ou alors, quand c'est un rôle énorme. Voilà. Avec transformation, comme Le Nombril du Monde, ou même Les Misérables, ou voilà, des films comme ça. C'est pour ça que je tourne peu, parce que des grands rôles, il y en a très peu. Et je ne suis pas le seul sur le marché. Il y a des grands acteurs en France. Donc, par contre, ce que j'adore, c'est être metteur en scène. Alors là, fabriquer des films, parce que je suis spectateur. Tu vois, imaginons que je décide de faire Les Magnifiques au cinéma. Ce qui est possible. Mais je vais avoir une comédienne qui va jouer Simone Boutboul. Ça va être difficile pour moi. Parce qu'elle ne va pas être comme moi. C'est impossible. Elle va donner sa version à elle du personnage. On va travailler ensemble, beaucoup, pour trouver ce que moi j'ai écrit, pour qu'elle le ressente. Mais en même temps, ça va être merveilleux de voir une femme jouer ça
de voir une actrice âgée, de jouer ce personnage, et moi de la filmer, ça va être merveilleux. Et après, parce que je pense pas au public à ce moment-là, c'est moi le public. Après, il y a le montage, hein. Ça, c'est le réalisateur. C'est vraiment l'œil du réalisateur Oui, qui oui, dit, voilà, c'est comme ça que je la vois, c'est ça oui, que je ressens en la oui. voyant. Et après, elle te dit, la comédienne, elle fait quelque chose et tout d'un coup, tu vois quelque chose encore de plus beau, de plus riche, de plus intéressant. Parce que les comédiens, c'est des créateurs aussi. Donc, c'est formidable. Si j'ai, par exemple, je sais pas moi, Jonathan Cohen, que je grime en vieux, Yvan Attal, et un troisième pour jouer les Magnifiques, vous vous rendez compte? Vous allez jouer dans Les Magnifiques, Michel Boujnah? Je sais pas. Parce que vous y avez réfléchi, on en parle un petit peu. Ouais, peut-être. Et vous avez réfléchi. Si je fais un film, peut-être je jouerai Maxo, peut-être. Jonathan Cohen pourrait jouer Guigui et Yvan pourrait jouer Julot, je pense. Mais, Alors, il faut qu'ils acceptent, hein. Et puis il y a un autre élément aussi. Il faut que j'arrive à trouver la version cinématographique de cette histoire. Ça veut dire, est-ce que c'est transmettable au cinéma, transposable. est-ce qu'on voit Guigui arriver chez sa fille qui vit avec 5 mecs, dont un qui est son mari et les autres ses ex, avec 20 enfants à table et un autobus en bas parce que c'est leur voiture. Parce que c'est une super famille de super recomposés. À l'image, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas du tout. Et c'est assez rigolo. C'est assez rigolo d'imaginer ces 3 vieux qui vont aller voyager chez leurs enfants et chez leurs petits-enfants et que ce soit concret. Celui qui s'est acheté un scaphandre pour aller faire les courses, on va le voir. C'est assez drôle d'imaginer ça au cinéma. C'est une belle image. C'est poétique. Il va avoir une dimension différente. Le bon Dieu, l'Éternel qui parle. Est-ce qu'ils vont aller est-ce qu'ils vont être dehors et il y a une colline comme le mont Sinaï et que tout d'un coup il va y avoir un buisson ardent et puis l'Éternel il va parler. Est-ce que quand il rentre au début, quand il dit on a traversé un nombre de pays, je ne sais plus, les noms m'échappent, on a traversé la Méditerranée à la nage. Est-ce que je ne vais pas, moi, les filmer, les 3 en train de nager en pleine Méditerranée et avec une voix off? Est-ce que je ne vais pas les mettre à cheval? Est-ce que je ne vais pas les mettre à côté d'un acteur qui fera Mao Tse-tung et qui écoute les Magnifiques, qui lui dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Nous, on te dit ça, maintenant tu fais ce que tu veux. Et la voix off qui dit sans nos conseils, on ne serait jamais sorti de ça. Est-ce que je vais montrer ça d'une manière incroyable? Est-ce que je vais les mettre à cheval, tous les 3, comme 3 chevaliers qui galopent dans la campagne? On sent en tous les cas que vous n'en avez pas fini avec Les Magnifiques et que c'est en train de... Vous allez marcher encore des kilomètres. On va revenir à la réalité. Que Guigui va lui mettre une tape sur la tête à Maxon, on dit qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est la beauté du cinéma pour le coup. Oui, voilà. Le cinéma permet de montrer l'imaginaire. Aujourd'hui, en plus, on a les moyens techniques de faire tout ce que je vous ai dit. Parce que le trucage, on peut tout faire. Donc, oui, ça serait amusant et tout à fait étonnant de voir l'Éternel arriver devant ce petit magasin de pantalons. Ça serait beau de les voir partir en fumée à la fin, au moment où le jeune va rentrer sur scène et où ils disparaissent, puisque c'est lui qui a repris le flambeau de la mémoire. Alors ils vont mourir. Ça serait beau de voir ça, et puis ça serait beau aussi peut-être de rendre ça concret, éternel, parce que le cinéma permet l'éternité. Peut-être, je ne sais pas encore, je suis perdu un peu. On va voir... Non, parce que j'écris un autre film en même temps depuis 4 ans que j'arrive pas à écrire. Oui, vous avez parlé de 2 films et de 4 ou 5 rôles au théâtre aussi dans l'intro. Ouais, je sais. C'est des films que vous écrivez ou bien des films dans lesquels vous voulez jouer? Non, il y a un film que j'écris, qui s'appelle Si j'étais pauvre, qui est l'histoire d'un riche qui est obligé de faire semblant d'être pauvre pour retrouver son fils.
parce que c'est un enfoiré. Michel Boujna, on va revenir sur ce que votre actualité. Vous venez de terminer une pause, en tous les cas momentanée, de votre pièce de théâtre, L'Avare. Enfin, c'est pas ma pièce, c'est Molière qui l'a En écrit. tous les cas, J'aurais bien aimé l'écrire. celle dans laquelle Ouais. vous jouez. Alors, au moment où l'émission passera, on saura si vous avez gagné ou pas, mais en tous les cas, il se fait que vous êtes nominé au Molière. C'est important, c'est une reconnaissance d'être nominé au Molière, ça vous fait plaisir. Alors si vous gagnez, j'imagine encore plus, mais déjà en soi, d'être nominé, la reconnaissance des pairs finalement, ou pas vraiment? D'avoir un Molière pour Les Adieux des Magnifiques, par exemple, bon, c'est une chose qui me toucherait beaucoup et ça me ferait plaisir. Mais c'est pas d'actualité pour l'instant, parce que d'avoir un Molière comme meilleur acteur pour avoir joué Harpagon, c'est un cadeau. C'est pas une revanche, c'est un cadeau. Déjà d'être nommé, c'est énorme. Mais c'est un cadeau. Parce que je suis contre l'idée de genre, ah, enfin, je suis reconnu comme genre. Parce qu'avant, j'étais quoi? J'étais de la merde. Avant de jouer à Harpagon. Ça veut dire que quand je jouais Les Magnifiques, je faisais de la merde. Et que maintenant, parce que sous prétexte que je joue à Harpagon et que je le fais bien. Mais ce qu'ils savent pas, eux, c'est que si Harpagon, je le fais bien, c'est grâce à Maxo, Julio, Guigui. Ils savent pas que la vie, c'est un millefeuille. Si j'arrive à trouver la force, l'énergie de jouer un texte aussi beau que celui de Molière, comme je l'ai joué, et je l'ai joué maintenant jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû le jouer 120 fois à peu près. C'est grâce aussi à tout ce que j'ai fait avant. Je suis le résultat, on est le résultat de son histoire. Donc, si jamais il me donne le Molière, c'est Maxo qui va le recevoir. Finalement. Il va dire merci, c'est un grand kiff, la vérité. C'est un grand kiff. Vous savez quoi? Lui, il peut pas parler parce que moi, je suis Michel Boujna, vous savez, il est très timide. Moi, je peux vous dire, il est très content. Il remercie Molière, ses partenaires, ses machins. Bon, maintenant, je vais vous dire la vérité. S'il est là et qu'il reçoit le Molière, grâce à qui? Non, mais sans déconner, grâce à qui? Mettons les choses au point. Vous avez déjà le speech qui est prêt, Non, hein, si on peut que vous le souhaiter. Ouais, hein. des fois, je m'amuse tout seul en imaginant cette scène parce que c'est provoquant. Parce Ouais, que finalement, théoriquement, si je reçois un Molière pour avoir joué à Harpagon, je dois être avec costume, cravate, très élégant et dire merci. Vraiment. C'est un grand moment pour moi et je remercie mon metteur en scène, Molière, mes partenaires, le Théâtre des Variétés. Oh, vous savez, vraiment, quel moment magnifique. Ma mère et ma de se tante retrouver avec aussi. tellement d'humilité face à ce texte extraordinaire qui nous dépasse tous aujourd'hui. Exactement. Et qui garde une certaine actualité Voilà. malgré Voilà. Et je sais que je dois être court, donc je vous embrasse tous. Je remercie la profession. Au revoir. Ça, c'est un Francaoui. Mais si c'est le mec, il est né à Annecy, si c'est André Dusselier, c'est normal qu'il parle comme ça. C'est lui, c'est son Maxo à lui. Mais moi, je suis pas ça, moi. Moi, je suis pas ça. On n'oublie jamais qui on est. Hein. Ben non, si jamais je monte sur scène, d'abord, je vais leur dire que vous avez fait une énorme connerie, parce que ça va durer 2 heures. Alors, dans le style, on a aujourd'hui la et grande peut-être que messe. j'aurai pas de voix, et peut-être que je serai réellement, sincèrement ému, et que je dirai merci, et que j'irai me... En tous les cas, vraiment du fond du cœur, on vous le souhaite, Michel Boujna. C'est gentil. Dans le style, on a pour l'instant la grande messe du cinéma à Cannes. C'est quoi votre vue sur cet événement, ce non-événement, et sur la place que prenne l'actualité dans cet événement? On a vu à l'ouverture le président ukrainien parler, par exemple. Est-ce que c'est cohérent? C'est l'endroit pour? Je sais plus. Très sincèrement, je sais plus. Il est sûr d'une chose, c'est que la guerre est une chose horrible, que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est terrible, qu'il y a énormément de morts, que les populations civiles souffrent terriblement et que Poutine est complètement cinglé. Ça, c'est clair. Maintenant qu'il y a des gens qui disent que les Ukrainiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont comportés comme des monstres, et vis-à-vis de nous d'ailleurs aussi, on ne peut pas l'oublier. Mais la guerre, c'est horrible, de toutes les façons. Donc il faut que ça s'arrête. Maintenant, nous, sur scène, on avait au salut, on avait un petit ruban avec le drapeau ukrainien.
tous les acteurs, mais c'était très discret. Euh, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué parce que honnêtement, je me méfie de cette espèce d'hystérie collective à se lancer dans la bien-pensance. Y- c'est sûr que ce qui se passe là-bas, c'est insupportable et c'est terrible et que vraisemblablement Poutine est devenu un peu fou. Moi, je pense qu'il est un peu fou. Je pense que d'ailleurs c'est ce que dit Macron quand il parle de lui. Il dit il a changé énormément et on raconte qu'il est malade et qu'il a un peu rien à foutre de rien, donc il va au bout du truc. Je sais pas. C'est horrible. Et est-ce que ça a sa place au Festival de Cannes? Je pense que on peut pas être un artiste aujourd'hui ou un individu aujourd'hui dans n'importe quel boulot et faire abstraction de ce qui se passe dans le monde. On parlait de la globalisation, ça existe. Aujourd'hui, on vit pas en France, on vit ou en Belgique, on vit dans le monde. Avec l'internet, avec tout ça, on est connecté au monde, à ce qui se passe. Donc, mais bon, il n'y avait pas. C'est plus sur l'indécence des strass et des paillettes versus. Il n'y a pas un Ouais, côté un peu indécent, malsain, c'est strass bizarre, c'est paillettes. bizarre. Mais ils n'ont pas fait la même chose sur la guerre en Syrie, hein. Mhm. Et en Syrie, il y en a eu des morts, hein, mais beaucoup. On n'a pas eu à Cannes, tout d'un coup, je sais pas, enfin, sur Daesh, il n'y a pas eu autant que sur l'Ukraine aujourd'hui. Donc il y a quelque chose parce que la guerre est pas loin, hein. C'est pas loin, hein. Donc il y a aussi ça. Maintenant, Cannes, il faut jamais oublier que les paillettes et tout ça, c'est comment dire, la partie apparente de l'iceberg. Ce qu'il y a en dessous, c'est le marché. C'est du business. Ouais, et c'est énorme. Et c'est très important. C'est important d'être là pour vous alors à Cannes. Non, moi je m'en fous. C'est important pour les producteurs, c'est important pour les vendeurs de films. C'est un- c'est- moi, ça m'a fait plaisir de voir mon coproducteur québécois de Père et Fils, de mon premier film, qui était là et qui est un mec que j'adore, qui a eu un Oscar d'ailleurs, parce il est coproducteur du film de Jane Campion qui a eu l'Oscar. C'est un mec génial, ça m'a fait plaisir d'aller à Cannes dîner avec lui, mais c'est tout. Si j'ai rien à faire à Cannes, si j'ai rien à vendre, je vois pas pourquoi je vais à Cannes. À moins que j'ai. Ou alors la seule solution pour aller à Cannes, le grand kiff, c'est quand tu as envie de faire la fête. Alors là, tu vas à partir de minuit. Voilà. Alors là, oublie le cinéma, oublie tout. Et là, il y a des fêtes dans tous les coins. Et là, c'est pour les mecs qui aiment la fête et qui peuvent rentrer dans toutes les fêtes, parce que moi, je peux rentrer dans toutes les fêtes. C'est un kiff. Mais sauf que moi, j'aime pas les fêtes. Donc, ou alors, c'est très particulier. Donc, c'est avec des copains et tout à la maison. Donc, m'en fous un peu. Michel Boujna, est-ce que le cinéma a changé depuis l'avènement? Est-ce qu'on peut dire que c'est un avènement de Netflix? Ou est-ce que Bien finalement, sûr. on joue vous jouez de la même manière? Est-ce que et vous réfléchissez de la même manière? Ou est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait un film, on se dit, tiens, maintenant on fait un film plus spécialement pour le cinéma, pour Netflix? On le pense de la même manière ou c'est... Je crois qu'il y a des gens qui pensent autrement parce qu'ils sont produits par Netflix et qui font des films. Il y a même certains films qui ne passent que sur Netflix, ils passent même pas en salle. C'est triste parce que au cinéma, avec le grand écran, quand tu es assis dans ton fauteuil avec ton truc de popcorn comme un gosse, tu rentres vraiment. Alors putain, c'est tellement beau le cinéma quand c'est comme ça. Entre le Covid et l'avènement des plateformes, les recettes de cinéma ont énormément chuté. On est à 40% de moins par rapport à avant. Moi, je trouve ça très triste, mais on continuera à fabriquer des films et on continuera à fabriquer des images. Elles seront diffusées peut-être autrement dans l'avenir. Moi, je pense qu'il restera toujours des salles et que dans ces salles-là, il va y avoir soit des films qui sont que les plateformes n'en ont pas voulu et des trucs, des ovnis où tout le monde voulait aller voir parce que c'est génial et tout le monde dira mais personne n'en a voulu. Ou alors les grands machins comme Dune, comme James Bond, enfin les grands spectacles, la grande fête foraine. Le cinéma va devenir une fête foraine et le cinéma parce que moi j'aime ça aussi, hein, je crache pas dessus. Et puis le cinéma de genre intouchable ou les films que j'aime, notamment Toledo Nakash, qui font des films magnifiques. Peut-être que ces films-là, on les verra autrement, mais ils vont continuer à faire du cinéma. Moi, je continuerai à faire du cinéma, je ne sais pas comment. On utilisera une caméra et des acteurs. Je ne pense pas qu'on jouera différemment.
quelque part, peut-être pas les plateformes, mais Internet et le streaming a rendu le cinéma plus accessible à des créateurs, des jeunes Oui. jeunes réalisateurs dans le Et monde des, entier. et des jeunes acteurs. Et a aussi rendu quelque part le cinéma accessible ou visible. On voit avant, pour avoir accès à des films espagnols, afghans, qu'est-ce que j'en sais moi, afghan, c'est peut-être pas la bonne solution, c'est peut-être pas, afghan n'est peut-être pas le bon, le bon exemple, mais des films du monde entier, on n'avait pas beaucoup de possibilités, quoi. Aujourd'hui, Ah non, mais c'est génial. Ça, c'est le truc génial. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est incroyable. C'est qu'il y a énormément de séries qui se font, tu n'as pas besoin de vedettes. Les mecs deviennent des vedettes grâce Fauda. Ah ouais. Les acteurs de Fauda, c'est des stars aujourd'hui dans le monde entier. les séries israéliennes, c'est incroyable, Ouais, hein, comme c'est- elles ont pris. De toute façon, les non. séries israéliennes, c'est au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire une série avec des acteurs qui ne sont pas connus et ils deviennent connus. Et ce qui n'était pas le cas avant. Au cinéma, encore aujourd'hui, tu as des acteurs qui sont bankable, comme on dit, ou pas, qui sont achetés par les chaînes généralistes comme TF1 ou France Télévisions. Quand tu fais un film avec, je sais pas, avec Danny Boone, par exemple, tu dis j'ai Danny Boone à tes producteurs et tu sens les yeux qui s'allument, tu vois. Netflix, ils n'ont rien à foutre. Rien à foutre. D'ailleurs, ils ont produit un film avec Danny sur le Covid et tout ça, mais que ce soit Danny ou quelqu'un d'autre, ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'il y a une telle puissance de diffusion que c'est la qualité qui prime. Une série, tout d'un coup, inconnue, puis ça va se faire par bouche à oreille. Ils vont dire, tu as vu ça, putain, c'est vachement bien, machin. Et en un mois, ça devient un truc, la Casa des Papel. Ouais. Dans le monde entier. Après, il y a aussi des séries comme celle avec Omar Sy, où là, du coup, Arsène, c'est ça, ou Oui, Lupin, Arsène Lupin. ouais, où là, ça fonctionne aussi avec la star, quoi. C'est Oui, les oui, deux oui. ensemble. Il y a des films avec De Niro, il y a des films. De toute façon, on est en train de changer la diffusion de l'image. Mais l'image reste l'image. Michel Boujna, on va attaquer les questions de la fin. Ces questions rapides, réponses rapides. Ça va pas être facile, hein, les réponses rapides pour Avec vous, mais moi, c'est impossible. on va Vous essayer. qu'à inviter un Ashkenaz. Vous voyez où dans 10 ans, Michel Boujna? Sur un beau voilier en pleine Méditerranée et en train de dire bon d'accord, il faut que je descende du bateau pour aller jouer. Les réseaux sociaux, ça nous rapproche ou ça nous éloigne? Les deux. Vous en utilisez? Un peu, mais très peu. Enfin, je suis nul avec ça. Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui? Me marier. Votre petit plaisir coupable? Mon plaisir coupable, me lever à 3h du matin, manger un bout de pain grillé avec la confiture d'abricot et voir un film. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous rêveriez de jouer et que vous n'avez pas encore fait? Vous dites ça serait vraiment un vrai kiff. Il y en a plein. Plein. Il y en a un avec qui je jouerai jamais, hélas. C'est Robin Williams, mais je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, curieusement. Et c'était des moments magnifiques, mais il y a plein d'acteurs. Il y a plein d'acteurs et d'actrices avec qui j'ai envie de jouer, avec qui j'ai envie de partager, à qui j'aimerais. Ouais, plein. Vous avez une lampe d'Aladin, vous avez 3 vœux exaucés, ce seraient lesquels? Mes enfants. Mon premier cercle, enfin les gens que j'aime. C'est le deuxième vœu. Je peux mettre tout ça dans le premier? Ouais, on peut. Ah, bon. Ah, merci, monsieur. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes ici chez vous, Radio Judaïka. D'avoir la force de travailler encore longtemps pour rire et pleurer avec vous tous. Et la troisième, on s'en fout du pognon. Juste s'il me donne un beau bateau. Juste il me donne un beau... Pas 40 mètres, hein. Juste 20 mètres, 6 mètres de large, un bateau bien ventru, bien solide, avec la clim dedans, parce que je viens de passer 15 ans dans un bateau, il n'y a pas la clim, croyez-moi, j'ai transpiré. Ça, c'est mon rêve d'avoir un bateau comme ça, de le même mon rêve, mieux encore, on le construit. Il me dit voilà l'argent et tu vas là-bas, tu le construis comme tu as envie, avec le cinéma en plein air, mais tu peux pas imaginer. Je construis un bateau sans déconner. Tu veux plus jamais descendre de ta vie. On viendra. Ah oui. D'abord, on n'a pas été invité, mais bon, Non, vous êtes invité. On sera pas loin. Si vous connaissez, non, si c'est vous qui faites les vœux, pas vous êtes invité.
Venez quand vous voulez. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et qu'on ne vous a pas donné? Fais-toi confiance. N'aie pas peur. Vas-y. Tu vas t'en sortir. Ça m'a manqué beaucoup. Michel Boujna, merci beaucoup d'être venu dans Mythe de Boss. Merci beaucoup d'être venu à Radio Judaïka. Je vous rappelle qu'on vous retrouve le 22 septembre pour votre spectacle au Centre culturel d'Uccle. Oui. Les adieux des magnifiques. On a hâte, nous, vous savez. C'est pas moi que vous allez retrouver, c'est Maxo, Julot, Guigui, Ronald, le pauvre. Ronald, Une lettre près, c'était Donald. C'est un nouveau. Oui, et Wendy et les autres, et Elliot et Simone Boutboul. C'est eux que vous allez retrouver. Moi, je serai caché derrière. En tous les cas, on était vraiment ravis de vous avoir avec nous à Radio Judaïka. Vous savez que vous êtes dans notre cœur depuis longtemps et c'est très important que vous soyez passé parmi nous. Merci beaucoup. Mais Bonne, je vous en prie. bonne continuation et encore une fois, on vous souhaite, on saura au moment où on écoutera l'émission, si vous avez une Molière, voilà, comme on dit chez nous, on va jeter, je sais pas comment vous faites, jeter du sel ou comment vous faites. Je sais pas. Comment vous faites, vous autres, les séfarades. Allez vendredi à la synagogue, voilà. On va se quitter avec votre deuxième choix, Les yeux de ma mère, Arnaud. Oui, magnifique. Merci, à bientôt, Magnifique. Michel Boujna. À bientôt. Il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.